Père célibataire implorait de l'aide avec sa fille dans les bras. L'inondation emportait tout, jusqu'à ce qu'une femme élégante apparaisse. Elle était mariée à un millionnaire et a sauté dans la boue pour eux. Ce qu'elle a fait ce jour-là a choqué même son propre mari. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Les premières gouttes de pluie tombaient sur Beauport, une ville portuaire de Normandie connue pour sa beauté et la puissance de la rivière qui lui donnait son nom. François Dubois observait le ciel grisâtre par la fenêtre du petit salon de l'appartement qu'il partageait avec sa fille Sophie, âgée de 8 ans seulement. Les prévisions météorologiques n'étaient pas encourageantes. Une forte tempête approchait et avec elle, la crainte d'une nouvelle inondation. « Papa, tu crois que l'eau va monter jusqu'ici ?» demanda Sophie, serrant fort contre elle son ours en peluche préféré, celui-là même que sa mère lui avait offert lors de son dernier anniversaire passé ensemble, avant que Marie ne s'en aille après une longue bataille contre une maladie implacable. François respira profondément, ravalant l'angoisse qui montait dans sa gorge. 1 an s'était écoulé depuis qu'il était devenu à la fois père et mère pour Sophie, et chaque jour, il affrontait le défi d'être fort alors que tout ce qu'il voulait était de s'abandonner à la douleur qui le consumait encore. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Notre immeuble est plus haut que le niveau des pires inondations, » répondit-il, essayant de paraître confiant tout en caressant les cheveux châtains de la petite fille. « J'ai déjà mis de côté de l'eau, de la nourriture et des lampes torches, au cas où l'électricité serait coupée. Nous sommes préparés. » Mais ce que François ne disait pas à sa fille, c'était que ses ressources s'amenuisaient de jour en jour. En tant que professeur d'histoire dans un collège départemental, son salaire couvrait à peine les dépenses essentielles et les économies qu'ils avaient faites avaient été englouties par les traitements de Marie. L'insécurité financière pesait sur ses épaules comme une ancre, et les nuits sans sommeil étaient devenues une constante dans sa vie. La pluie s'intensifiait, et François observa avec inquiétude les rues qui commençaient à accumuler l'eau. Son téléphone sonna, interrompant ses sombres pensées. « François, c'est Frédéric du collège. Les cours sont suspendus pour les prochains jours en raison de l'alerte inondation. Je voulais juste vérifier que tout allait bien pour toi. »« Nous sommes en sécurité pour l'instant, Frédéric. Merci de prévenir, » répondit-il, essayant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. De l'autre côté de la ville, dans la résidence luxueuse Bellevue, située sur une colline offrant une vue privilégiée sur le centre de Beauport et sur la rivière, Hélène Mercier observait la même tempête. À travers les larges fenêtres de sa villa, elle pouvait voir la ville en contrebas progressivement engloutie par l'eau. Hélène avait tout ce que l'argent pouvait acheter: bijoux, vêtements de marque, voyages internationaux et une maison qui semblait sortie d'un magazine de décoration. Son mari, Édouard Mercier, était l'un des hommes d'affaires les plus influents du secteur portuaire de la région, avec des connexions politiques et un empire bâti au fil des décennies. Mais, malgré toute cette richesse matérielle, Hélène ressentait un vide profond dans son cœur. « Tu t'inquiètes pour l'inondation ?» demanda Édouard, entrant dans le salon avec un verre de whisky à la main, les yeux rivés sur son téléphone. « Je m'inquiète pour les gens qui vivent dans les zones les plus basses, » répondit Hélène, se tournant pour faire face à son mari. « Nous pourrions faire quelque chose pour aider. » Édouard haussa les épaules, prenant une gorgée de sa boisson. « Je fais déjà ma part en payant des impôts. Le reste est la responsabilité du gouvernement. » Hélène ressentit une pointe de déception, mais ne fut pas surprise. Après 8 ans de mariage, elle avait appris que le cœur d'Édouard était aussi froid que la glace dans son verre. Elle s'était mariée jeune, éblouie par le charme et la sécurité financière qu'il offrait, pour découvrir ensuite qu'elle avait échangé sa liberté contre une cage dorée. « Je vais appeler la Croix-Rouge et proposer notre maison comme point de collecte de dons, » dit Hélène déterminée. « Fais comme tu veux, » répondit Édouard avec indifférence, reportant son attention sur un appel d'affaires. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la pluie s'intensifiait. François coucha Sophie en lui racontant une histoire de princesse courageuse et de dragon gentil, des histoires que Marie avait l'habitude de raconter. Quand la petite fille s'endormit, il s'autorisa un moment de faiblesse, laissant les larmes couler silencieusement, tandis qu'il regardait la photo de son épouse sur la table de chevet. « Comme j'aimerais que tu sois là, Marie, » murmura-t-il.
Je ne sais pas si je suis un bon père pour notre fille. Le bruit de la pluie sur le toit était assourdissant, et François savait que le pire était encore à venir. Il vérifia les informations sur son téléphone. Beau-Rivière montait rapidement, et plusieurs zones de la ville étaient déjà inondées. Les autorités recommandaient aux habitants des zones à risque de chercher refuge dans des abris. Au milieu de la nuit, François fut réveillé par des sirènes et la sonnerie insistante de son téléphone. François, c'est Thomas. La situation s'aggrave. La rivière a débordé et l'eau monte plus vite que prévu. Vous devez sortir de là maintenant. Thomas Almeida était son ami d'enfance qui travaillait maintenant comme avocat à la mairie. S'il était alarmé, la situation devait être vraiment grave. Mais où irons-nous, Thomas? Je n'ai pas de famille ici et le collège Saint-François, dans les hauteurs, a été transformé en refuge. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher. Ne préparez que l'essentiel. François raccrocha, sentant son cœur s'emballer. Il réveilla doucement Sophie, lui expliquant qu'il devait partir par précaution. La petite fille, encore somnolente, prit son ours en peluche et un petit sac à dos que son père avait préparé quelques jours plus tôt pour une urgence comme celle-ci. « Tout va bien se passer, n'est-ce pas, papa ?» demanda Sophie, ses grands yeux reflétant la peur qu'elle ressentait. François serra sa fille fort dans ses bras, essayant de transmettre une assurance qu'il ne ressentait pas lui-même. « Oui, mon amour, nous sommes ensemble et c'est ce qui compte. » Pendant ce temps, Hélène n'arrivait pas à dormir. Les nouvelles concernant l'inondation la maintenaient éveillée et l'indifférence d'Édouard la dérangeait profondément. Elle décida qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Discrètement, elle quitta le lit, s'habilla et descendit au garage. « Madame, où allez-vous à cette heure ?» demanda le gardien de la résidence, surpris de la voir monter dans sa voiture. « Je vais au centre de dons qui a été installé au collège Saint-François, » répondit-elle avec détermination. « Il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais la route peut être bloquée à certains endroits et il est dangereux de sortir seul dans cette tempête. Je connais des chemins alternatifs, » dit Hélène, démarrant le moteur. « Et certaines choses sont plus importantes que la sécurité personnelle. » Tandis qu'Hélène conduisait prudemment dans les rues partiellement inondées, guidée uniquement par les phares de sa voiture et par sa détermination à faire quelque chose de significatif, François et Sophie attendaient au point le plus élevé du quartier l'aide promise par Thomas. Ce qu'aucun d'entre eux n'imaginait, c'est que cette nuit de tempête changerait à jamais le cours de leur vie, entrelaçant des destins qui semblaient aussi éloignés que le ciel et la mer. Au milieu de la furie des eaux qui engloutissaient Beauport, naîtrait une histoire de recommencement, de dépassement de soi et d'un amour improbable qui défierait les conventions et les attentes de la société. L'eau montait implacablement dans les rues de Beauport. Ce qui avait commencé comme une forte pluie s'était transformé en une catastrophe naturelle qui ne faisait pas de distinction entre classe sociale ou statut. François et Sophie restaient au point le plus élevé du quartier, mais l'aide promise par Thomas n'était toujours pas arrivée. Le téléphone de François avait perdu le signal, les laissant isolés au milieu du chaos. « Papa, j'ai peur » chuchota Sophie, s'accrochant aux jambes de son père tout en observant les eaux troubles qui avançaient lentement dans leur direction. François déglutit, essayant de garder son calme pour sa fille. « Ne t'inquiète pas, princesse. Nous allons sortir d'ici bientôt. » C'est alors qu'un phare transperça l'obscurité de la nuit. Un SUV de luxe s'approchait lentement, évitant les obstacles créés par l'inondation. François fit des signes désespérés, espérant que c'était le secours envoyé par Thomas. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres d'eux, et François fut surpris de voir une femme élégante au volant. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Hélène, baissant la vitre de la voiture. Ses yeux rencontrèrent ceux de François, et pendant un bref instant, tous deux ressentirent une connexion inexplicable. « Nous attendons quelqu'un pour nous emmener au refuge du collège Saint-François, » expliqua François, protégeant Sophie de la pluie avec son propre corps. « Mais nous avons perdu le contact. » Hélène regarda la petite fille recroquevillée de peur et sentit son cœur se serrer. « Montez, s'il vous plaît. C'est là que je vais aussi. » François hésita un instant, mais l'eau qui continuait à monter ne lui laissait pas beaucoup d'options. Il prit Sophie dans ses bras et monta rapidement dans la voiture d'Hélène. « Merci beaucoup, » dit-il en s'installant sur le siège passager. « Je suis François Dubois et voici ma fille, Sophie. »« Hélène Mercier, » répondit-elle avec un sourire gentil. « Accrochez-vous,
Le chemin ne sera pas facile. Hélène manœuvra le véhicule avec habileté, suivant des rues moins affectées par l'inondation. Pendant le trajet, François remarqua les mains délicates de la femme sur le volant, le parfum subtil qui remplissait l'intérieur de la voiture et la détermination dans son regard. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait profondément. « Vous, travaillez pour la protection civile ?» demanda-t-il, essayant de comprendre ce qui pousserait une femme comme elle à prendre des risques par une nuit pareille. Hélène rit légèrement. « Non, en fait, je suis juste une bénévole. Je ne pouvais pas rester à la maison en sachant qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. » Ce qu'Hélène ne mentionna pas, c'était la vive discussion qu'elle avait eue avec Édouard avant de partir. Son mari s'était mis en colère contre sa décision d'aller au refuge, l'accusant de chercher l'attention et d'être imprudente. « Tu n'as aucune idée de ce qu'est une véritable inondation, » avait-il dit avec dédain. « Dans 2 jours, quand tout sera passé, tu te lasseras de ta charité et tu retourneras à tes achats et tes soins spa. » Ces paroles résonnaient encore dans son esprit, alimentant sa détermination à prouver qu'il y avait plus en elle que l'épouse trophée que tout le monde voyait. Après quelques détours forcés par des rues inondées, ils arrivèrent finalement au collège Saint-François. Le lieu, situé dans une zone plus élevée de la ville, avait été transformé en un refuge improvisé. Des dizaines de familles occupaient déjà les salles de classe, tandis que des bénévoles distribuaient couverture, corps et nourriture. « Nous sommes arrivés », annonça Hélène, garant la voiture. « Entrons avant que la pluie n'empire. » À l'intérieur du collège, le chaos organisé régnait. Des fonctionnaires de la protection civile coordonnèrent l'accueil des familles, tandis que des médecins bénévoles s'occupaient des cas les plus urgents. François tenait Sophie par la main, se sentant désorienté au milieu de tant de personnes désespérées. « François, Dieu merci, tu as réussi à arriver. » C'était Thomas, qui venait vers lui avec une expression de soulagement. Il serra son ami dans ses bras avec force. « J'ai essayé d'envoyer quelqu'un pour vous chercher, mais toutes les équipes étaient débordées, » expliqua-t-il. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?» François indiqua Hélène, qui organisait quelques dons qu'elle avait apportés dans sa voiture. « Cette dame nous a trouvés et nous a amenés. » Thomas observa Hélène un moment. « Attends, c'est Hélène Mercier, la femme d'Édouard Mercier? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Tu la connais ?» demanda François, surpris. « Tout le monde à Beauport. »« Connais les Mercier ?» répondit Thomas, baissant la voix. « Édouard possède la moitié du port et a des connexions politiques puissantes. Tu en dis qu'il a acheté sa dernière voiture pour plus d'argent que je n'en gagne en 5 ans comme avocat à la mairie. » François ressentit un étrange malaise en entendant cela. La femme qu'il avait secourue semblait si simple et authentique, si différente de l'image d'épouse d'un magnate que Thomas décrivait. « Venez, je vais vous conduire à une salle moins bondée, » dit Thomas, les guidant à travers les couloirs du collège. « J'ai réussi à vous réserver un espace. » Thomas les conduisit jusqu'à une petite salle de classe, où quelques familles étaient déjà installées. Des matelas avaient été distribués sur le sol, et quelques cloisons improvisées offraient un minimum d'intimité. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais au moins vous êtes en sécurité ici, » dit Thomas. « C'est plus que suffisant, » répondit François, reconnaissant. « Merci, mon ami. » Tandis que Thomas s'éloignait pour aider d'autres familles, François aida Sophie à s'installer sur l'un des matelas. La petite fille était épuisée, mais ses yeux restaient alertes, observant le mouvement incessant de personnes. « Papa, où est la dame qui nous a aidés ?» demanda Sophie, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. « Elle doit être en train d'aider d'autres personnes, ma chérie, » répondit François, la couvrant d'une couverture. « Essaie de te reposer un peu. » Mais le sommeil ne viendrait pas facilement pour François. Ses pensées revenaient constamment vers Hélène. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé, un mélange de force et de fragilité qui avait éveillé quelque chose d'endormi en lui. Pendant ce temps, Hélène se déplaçait inlassablement dans le refuge, aidant où elle le pouvait. Elle distribuait des couvertures, organisait des provisions et offrait des paroles de réconfort aux sans-abri. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, elle avait trouvé un but. Dans un moment de pause, ses yeux rencontrèrent ceux de François de l'autre côté de la salle. Il l'observait avec une intensité qui la fit légèrement rougir. Hélène sourit et marcha dans sa direction. « Votre fille a réussi à s'endormir » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Oui, finalement, » répondit François. « Elle est forte comme sa mère. »
Hélène remarqua l'ombre de tristesse qui passa sur le visage de François lorsqu'il mentionna son épouse. « Vous vivez tous les deux seuls ?» François acquiesça, regardant Sophie endormie. « Marie nous a quittés il y a 1 an. Une maladie foudroyante l'a emportée en quelques mois. Je suis désolé, » dit Hélène, touchant légèrement le bras de François, en un geste de réconfort. « Ça doit être difficile d'élever une fille seule. C'est un défi quotidien, » admit François. « Mais Sophie est ma force. Pour elle, je trouve des raisons d'avancer. » Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par les sons distants de conversation et le bruit constant de la pluie sur le toit. Hélène observa les mains de François, des mains de travailleur avec des cales et de petites cicatrices si différentes des mains manucurées d'Édouard. « Et vous ?» demanda François, brisant le silence. « Votre mari n'était pas inquiet de vous voir sortir au milieu d'une inondation. » Hélène rit sans humour. « Édouard est plus préoccupé par les actions de son entreprise que par moi. Il n'a probablement même pas remarqué que j'étais parti. » Ce fut au tour de François de toucher le bras d'Hélène en signe de solidarité. Le bref contact envoya un courant électrique à travers eux deux, les faisant reculer légèrement, surpris par l'intensité de la réaction. « Excusez-moi, » murmura François. « Il n'y a pas de quoi s'excuser, » répondit Hélène, sentant son cœur s'accélérer d'une manière qui ne s'était pas produite depuis des années. Un fonctionnaire de la protection civile interrompit le moment, s'approchant avec un bloc-notes. « Madame Mercier, nous avons besoin de votre aide dans l'aile Est. Il y a un groupe de personnes âgées qui vient d'arriver et nous manquons de bénévoles. » Hélène se leva, arrangeant ses vêtements. « Bien sûr, j'y vais. » Elle se tourna vers François avec un sourire timide. « Je dois y aller, reposez-vous un peu. »« Hélène !» appela François alors qu'elle s'éloignait déjà. « Merci pour tout. » Elle acquiesça, sentant une chaleur réconfortante se répandre dans sa poitrine. Tandis qu'elle marchait pour aider les nouveaux arrivants, Hélène pensa à combien sa vie avait complètement changé en une seule nuit. Dans son mariage sans amour, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante qu'en ce moment, au milieu d'une tragédie, aux côtés d'un homme qu'elle venait de rencontrer. De l'autre côté de la ville, dans la villa des Merciers, Édouard recevait un appel qui changerait le cours de sa vie. « Comment ça, vous n'arrivez pas à contacter Hélène? Dans quel refuge est-elle » Sa voix, normalement contrôlée, révélait une inquiétude inédite. Peut-être, au fond, y avait-il plus chez Édouard Mercier que l'homme d'affaires froid, que tout le monde connaissait. 3 jours s'étaient écoulés depuis le début de l'inondation et la situation à Beauport restait critique. Le collège Saint-François s'était transformé en une petite communauté où des inconnus partageaient non seulement l'espace, mais aussi leurs histoires et leurs espoirs. François et Sophie s'étaient adaptés à la routine du refuge, lui, qu'aidant à l'organisation des approvisionnements, et elle se liant d'amitié avec d'autres enfants qui, comme elle, avaient été arrachés au confort de leur foyer. Hélène était devenue une présence constante dans leur vie. Chaque matin, elle arrivait au refuge avec sa voiture chargée de dons, vêtements, nourriture, médicaments, qu'elle parvenait à mobiliser grâce au contact de son cercle social. Le soir, elle retournait à la villa où Édouard l'attendait, avec un mélange d'irritation et d'une inquiétude qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. « Je ne comprends pas pourquoi tu insistes à t'impliquer personnellement dans tout ça, » dit Édouard pendant le petit déjeuner de ce 4e jour, observant Hélène trier des vêtements à apporter au refuge. « Nous pourrions simplement faire un don substantiel à la Croix-Rouge et résoudre le problème. » Hélène regarda son mari comme si elle le voyait vraiment pour la première fois depuis des années. « Il ne s'agit pas seulement d'argent, Édouard. Ces personnes ont tout perdu. Elles ont besoin de soutien, de savoir qu'elles ne sont pas seules. » Édouard soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Tu as changé, Hélène. Je ne sais pas si j'aime ce changement. Peut-être que je suis simplement en train de me retrouver, » répondit-elle, avec une assurance qui les surprit tous les deux. Au refuge, François aidait à la distribution du petit déjeuner quand il vit Hélène arriver. Son cœur s'accéléra, involontairement, un réflexe qui le laissait confus et coupable. C'était trop tôt pour ressentir quoi que ce soit pour une autre femme, pensait-il, comme s'il trahissait la mémoire de Marie. « Bonjour », salua Hélène, s'approchant avec un sourire qui illuminait son visage. « J'ai apporté d'autres choses qui pourraient être utiles. Vous avez été une bénédiction pour nous tous, »
répondit François, l'aidant avec les cartons. Leurs doigts se touchèrent brièvement, et tous deux ressentirent le même courant électrique que lors de leur première rencontre. « Papa, Madame Hélène !» cria Sophie, courant vers eux avec un dessin à la main. « Regardez ce que j'ai fait !» Le dessin montrait 3 figures se tenant par la main, une petite fille, un homme et une femme, sous un soleil brillant. Dans un coin, il y avait ce qui semblait être un ours en peluche. « C'est magnifique, Sophie, » dit Hélène, s'accroupissant, pour être à la hauteur de la petite fille. « Qui sont ces personnes ?»« C'est nous, bien sûr, » répondit Sophie avec la simplicité propre aux enfants. « Vous, moi et papa, après que l'eau aura baissé et que nous pourrons nous promener dans le parc. » François sentit son visage chauffer, embarrassé par l'association innocente que sa fille avait faite. « Sophie, Madame Hélène a sa propre famille. Tu te souviens? Elle nous aide juste temporairement. » Le sourire d'Hélène vacilla un instant. « Ton dessin est merveilleux, Sophie. Je vais le garder précieusement. » Cet après-midi-là, tandis que Sophie participait à des activités récréatives organisées par des bénévoles, François et Hélène trouvèrent un moment de tranquillité relative dans une petite cour couverte du collège. La pluie avait fait une trêve momentanée et le ciel grisâtre laissait passer quelques timides rayons de soleil. « Vous ne m'avez jamais dit ce que vous faites dans la vie, » commenta Hélène, s'asseyant sur un banc à côté de François. « Je suis professeur d'histoire à l'école départementale Victor Hugo, » répondit-il. « Ce n'est pas un travail qui paie bien, mais cela me procure de la satisfaction de voir les élèves découvrir le passé pour comprendre le présent. » Hélène sourit, enchantée par l'enthousiasme dans sa voix. « Ça doit être gratifiant. Parfois, je pense que ma vie a été un gâchis. J'ai étudié les beaux-arts à l'université, vous savez. Je rêvais d'être peintre, d'avoir des expositions, d'enseigner. Mais puis j'ai rencontré Édouard, nous nous sommes mariés et vous avez renoncé à vos rêves, compléta François. Ce n'était pas vraiment renoncer. C'était plus comme reporter indéfiniment. Hélène soupira observant les nuages. Édouard a toujours clairement indiqué qu'il s'attendait à ce que je sois l'épouse parfaite, l'hôtesse impeccable, pour ses dîners d'affaires. Peindre ne rentrait pas dans ce rôle. François ressentit une pointe d'indignation. Cela ne semble pas juste. Nous avons tous besoin d'avoir quelque chose qui nous appartient, qui nous définit au-delà des rôles que nous jouons pour les autres. « Et vous, avez-vous quelque chose comme ça ?» demanda Hélène, véritablement intéressée. François resta silencieux un moment, réfléchissant. « J'écrivais, de petites nouvelles, rien de professionnel. Marie adorait quand je lui lisais avant de dormir. » Sa voix s'étrangla légèrement. Après son départ, je n'ai plus réussi à écrire une seule ligne. Hélène toucha doucement la main de François, un geste de compréhension qui transcendait les mots. Ils restèrent ainsi quelques minutes, connectés par un simple toucher qui en disait plus que 1000 conversations. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Thomas, qui semblait préoccupé. « François, puis-je te parler un instant ?» demanda-t-il, lançant un regard significatif à Hélène. « Bien sûr, » répondit François, se levant. « Excusez-moi, Hélène. » Les deux hommes s'éloignèrent de quelques mètres, et Thomas parla à voix basse. « Je viens de recevoir des nouvelles. Concernant ton quartier, la situation est pire que ce que nous imaginions. Ton immeuble est l'un des plus touchés. » François sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que veux-tu dire par « touché » ?» « La structure a été compromise, François. Je ne sais pas si vous pourrez y retourner même après que l'eau aura baissé. » La nouvelle frappa François comme un coup physique. Ce petit appartement était tout ce que lui et Sophie possédaient. C'était là qu'il gardait les souvenirs. De Marie, les quelques effets personnels qui maintenaient sa présence vivante d'une certaine façon. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Thomas. « Pour l'instant, vous pouvez rester au refuge. Nous travaillons pour trouver des solutions de logement temporaire pour tous les sinistrés, » expliqua Thomas. « Et je vais vérifier si vous avez droit à une aide d'urgence. » François acquiesça mécaniquement, assimilant encore l'information. Quand Thomas s'éloigna, il resta immobile, regardant dans le vide. Hélène, qui avait observé la conversation de loin, s'approcha prudemment. « Quelque chose de grave s'est produit ?» demanda-t-elle avec gentillesse. François lui raconta la situation de son appartement, sa voix alternant entre la colère et le désespoir. « Je ne sais pas quoi dire à Sophie. Cet endroit est tout ce qui nous reste de Marie. » Hélène sentit
Son cœur se serrait face à la douleur de François. Sans réfléchir à deux fois, elle prit une décision qui changerait le cours de leur vie. « Venez chez moi, dit-elle, se surprenant elle-même par cette offre. Nous avons plus d'espace qu'il n'en faut, et vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous trouviez un nouveau logement. » François la regarda stupéfait. « Hélène, c'est impossible. Votre mari, Édouard, est rarement à la maison. Il passe plus de temps à l'entreprise que dans la villa, et quand il y est, il s'enferme dans son bureau, » expliqua Hélène. « De plus, nous avons une maison d'hôte sur la propriété. Vous pourriez y rester en toute intimité. »« Je ne sais pas, » hésita François, partagé entre la fierté et la nécessité pratique d'un toit pour sa fille. « S'il vous plaît. »« François, laissez-moi vous aider, » insista Hélène, ses yeux reflétant une sincérité qu'il était impossible d'ignorer. Avant que François ne puisse répondre, Sophie accourut vers lui, tenant quelque chose dans ses mains. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé. C'est maman, » s'exclama-t-elle, tendant une photo mouillée et partiellement endommagée qui montrait Marie souriant dans un parc. François prit la photo d'une main tremblante. « Où as-tu trouvé ça, Sophie ?» Un monsieur de la protection civile a apporté quelques affaires de notre immeuble. Il a dit qu'il n'a pas pu sauver grand-chose, mais il a trouvé cette photo qui flottait dans l'eau. François serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Hélène observait la scène, se sentant à la fois comme une intruse et profondément connectée à cette douleur. Ce soir-là, tandis que la tempête revenait avec une force renouvelée, François prit sa décision. Il accepterait l'offre d'Hélène, non pas pour lui, mais pour Sophie. Sa fille méritait un lieu sûr pendant qu'ils reconstruiraient leur vie. Dans la villa des Merciers, Édouard recevait la visite inattendue d'un ancien camarade d'université, devenu maintenant un influent politique local. « Édouard, nous avons besoin de ton aide, » dit l'homme, acceptant le whisky qui lui était offert. « L'inondation a détruit une grande partie de l'infrastructure de la ville, et le gouvernement régional tarde à libérer des ressources. » Édouard fit tourner le liquide ambré dans son verre, pensif. « Et qu'est-ce que tu proposes exactement, Robert ?»« Un partenariat public-privé. Ton entreprise fournit des ressources pour la reconstruction immédiate de la ville et en échange, elle obtient la concession pour exploiter le nouveau terminal portuaire qui est dans les plans depuis des années. » Édouard sourit légèrement. Cela semble être une proposition intéressante. Mais nous aurions besoin de l'approbation du conseil municipal, et nous savons qu'il y a une aile qui s'oppose fermement à la privatisation du port. Robert se pencha en avant, baissant la voix. « Laisse-moi m'en occuper. La tragédie a adouci bien des cœurs. C'est le moment parfait pour présenter cela comme un acte de solidarité entrepreneuriale. » L'homme d'affaires acquiesça, calculant déjà mentalement les gains potentiels de cet arrangement. « J'aurai besoin de quelques jours pour préparer la documentation nécessaire. »« Excellent !» répondit Robert, levant son verre pour porter un toast. « Au fait, j'ai entendu dire que ta femme s'est intensément consacrée au travail bénévole. Cela pourrait être utile pour améliorer ton image publique. Les gens adorent une histoire de rédemption. » Édouard fronça les sourcils contrariés. « Hélène n'est pas une stratégie de marketing, Robert. C'est ma femme. » Le politique sembla surpris par la réaction défensive. « Bien sûr, j'ai juste pensé que... » « Pense moins à ma femme et plus à la façon dont nous allons concrétiser cet accord, » interrompit Édouard, clôturant le sujet. Pendant ce temps, Hélène préparait la chambre d'hôte pour accueillir François et Sophie, ignorant complètement qu'à quelques mètres de là, son mari tramait un plan qui pourrait affecter directement l'avenir de la ville et par conséquent, de tous ceux qui avaient perdu leur foyer dans l'inondation, y compris l'homme pour qui elle commençait à nourrir des sentiments de plus en plus profonds. Une semaine s'était écoulée depuis que François et Sophie avaient emménagé dans la maison d'hôte de la propriété des Merciers. Au début, François s'était senti mal à l'aise avec cet arrangement, comme s'il acceptait la charité ou, pire, profitait de la bonté d'Hélène. Mais le côté pratique de la situation avait fini par l'emporter sur sa fierté. La petite maison d'hôte, bien que luxueuse selon ses critères, offrait l'intimité et le confort dont Sophie avait besoin après le traumatisme de l'inondation. Le soleil du matin entrait par les grandes fenêtres de la maison principale, tandis qu'Hélène préparait le petit déjeuner. C'était une habitude qu'elle avait reprise récemment, se passant des services de la cuisinière aux premières heures de la journée. Il y avait quelque chose de thérapeutique à casser des œufs, mélanger des ingrédients et
créer quelque chose de ses propres mains. « Ça sent merveilleusement bon, » dit Édouard, entrant dans la cuisine avec une expression étonnamment détendue. Depuis l'inondation, il avait commencé à observer Hélène d'un regard différent, comme s'il redécouvrait qui était la femme qu'il avait épousée. « Je fais un gâteau de maïs, » répondit Hélène souriant timidement. C'était la recette préférée de ma grand-mère. Et Édouard s'approcha, passant son bras autour de la taille de son épouse. Un geste d'intimité qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Je ne savais pas que tu aimais cuisiner. »« Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Édouard, » dit Hélène, sans pouvoir dissimuler la pointe de tristesse dans sa voix. « Peut-être que tu ne t'es jamais intéressé à les découvrir. » L'homme d'affaires recula légèrement, comme s'il avait reçu une gifle. « Ce n'est pas juste, Hélène. Je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Tout ce que tu pensais que je voulais, » corrigea-t-elle, éteignant le feu. « Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je désirais vraiment. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, la sonnette retentit. Hélène enleva son tablier et alla ouvrir, soulagée par l'interruption. À la porte, elle trouva Sophie, avec son inséparable ours en peluche et un sourire qui illuminait son petit visage. « Bonjour, tante Hélène. Papa a dit que je peux prendre le petit déjeuner avec vous aujourd'hui, si ce n'est pas gênant, » dit la petite fille, se balançant sur ses talons. Hélène sourit, le cœur réchauffé par la présence de l'enfant. « Bien sûr que ce n'est pas gênant, ma chérie. Je viens juste de faire un gâteau de maïs. » Sophie entra en sautillant, s'arrêtant brusquement en voyant Édouard dans la cuisine. Bien qu'il soit hébergé là depuis une semaine, la petite fille rencontrait rarement le maître de maison, qui partait tôt et rentrait tard tous les jours. « Bonjour, monsieur Édouard », salua-t-elle timidement. Édouard, normalement distant, avec les enfants, se surprit à sourire à la petite fille. « Bonjour, Sophie. Tu aimes le gâteau de maïs ?»« C'est mon préféré. Maman en faisait toujours le dimanche, » répondit-elle, avant de se rendre compte de ce qu'elle avait dit et de devenir soudainement sérieuse. Hélène perçut le moment de vulnérabilité et intervint rapidement. « Quelle merveilleuse coïncidence! Je suis sûre que ta maman faisait le meilleur gâteau de maïs du monde. Voyons si le mien s'en approche ?» La petite fille acquiesça, le sourire revenant progressivement. Édouard observa l'interaction avec curiosité, remarquant le naturel avec lequel Hélène gérait l'enfant. « Je dois y aller, » annonça-t-il, prenant sa mallette. « J'ai une réunion importante avec le conseil municipal concernant le projet de reconstruction. » Hélène lui lança un regard interrogateur. « Quel projet ? Je t'expliquerai plus tard, » répondit Édouard, l'embrassant rapidement sur le front avant de partir, un autre geste qui était devenu rare dans leur relation. Après le petit déjeuner, Hélène emmena Sophie découvrir une partie de la villa qu'elle montrait rarement aux visiteurs, son ancien atelier de peinture, une pièce spacieuse avec un éclairage naturel parfait, maintenant couverte de poussière et de toiles vierges. « Ouah !» s'exclama Sophie, tournant sur elle-même pour absorber l'environnement. « Vous êtes artiste, tante Hélène ?»« Je l'étais, ou j'ai essayé de l'être il y a longtemps, » répondit Hélène, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière. « Mais cela fait des années que je n'ai pas touché un pinceau. » Sophie s'approcha d'une toile couverte dans un coin de la salle. « Qu'est-ce qu'il y a là-dessous » Hélène hésita un moment. « C'est la dernière peinture que j'ai faite. Je ne l'ai jamais terminée. » Avec précaution, elle retira le tissu qui couvrait la toile, révélant le portrait inachevé d'une jeune femme regardant l'horizon, avec la mer en arrière-plan. Les coups de pinceau étaient intenses, pleins d'émotions, mais l'œuvre était clairement incomplète. « Qui est-ce » demanda Sophie fascinée. « C'est moi, » répondit Hélène, passant doucement ses doigts sur la toile. « Ou qui je rêvais d'être. » Sophie regarda de la peinture à Hélène et retourna à la peinture. « Vous semblez triste là-bas. » L'observation perspicace de l'enfant prit Hélène par surprise. « Je pense que je l'étais sans le savoir. J'ai commencé cette peinture juste après m'être mariée avec Édouard. Je n'ai jamais réussi à la terminer. » À ce moment, François apparut à la porte de l'atelier, observant la scène avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Alors c'est ici que vous deux vous cachiez. » Hélène se retourna, légèrement embarrassée d'avoir été surprise dans un moment aussi vulnérable. « Nous étions simplement en train d'explorer. »« Papa, tante Hélène est artiste !» s'exclama Sophie, courant vers son père, comme Madame Cécile de l'école. François sourit, entrant dans l'atelier
et s'approchant de la toile exposée. « C'est extraordinaire, Hélène. Vous avez un talent incroyable. » Hélène sentit son visage chauffer avec le compliment sincère. « Merci, mais ce n'est rien d'extraordinaire, juste un ancien passe-temps. » Un passe-temps qui signifie clairement « beaucoup pour vous », observa François, ses yeux rencontrant les siens. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» La question resta en suspens dans l'air, chargée d'un poids qui allait au-delà de la simple curiosité. Hélène détourna le regard, incapable d'articuler la réponse complète. Comment elle avait progressivement abandonné sa passion pour s'adapter au rôle d'épouse parfaite, comment Édouard avait subtilement découragé son art en le considérant comme amateur, comment elle-même avait commencé à douter de son talent. « La vie est arrivée », répondit-elle simplement. François acquiesça, comprenant plus qu'elle n'avait dit. « Vous savez, Sophie et moi pensions visiter ce qui reste de notre appartement aujourd'hui. Thomas a obtenu une autorisation pour que nous y entrions brièvement et récupérions ce qui est possible. Aimeriez-vous nous accompagner ?» La proposition prit Hélène au dépourvu. « Je ne veux pas m'immiscer dans un moment si personnel pour vous. » « Ce ne serait pas une intrusion, » assura François. « En fait, ce serait un grand soutien. Et peut-être pourriez-vous m'aider à identifier ce qui peut encore être sauvé et ce qui doit être jeté. Vous avez un bon œil pour ces choses. » L'invitation était une extension de confiance qui toucha Hélène profondément. Dans ce cas, j'adorerais vous accompagner. Quelques heures plus tard, les trois se tenaient devant l'immeuble de François. L'eau avait considérablement baissé, mais les dégâts étaient évidents. Le rez-de-chaussée était encore partiellement inondé et des taches d'humidité montèrent le long des murs. Une odeur de moisie et de décomposition remplissait l'air. « Papa, notre maison est malade ?» demanda Sophie, serrant la main de son père. François échangea un regard avec Hélène avant de répondre « Oui, ma chérie, notre maison est malade. Et aura besoin de beaucoup de temps pour guérir. C'est pourquoi nous allons rester chez tante Hélène pour l'instant. » Avec l'aide de fonctionnaires de la protection civile, ils réussirent à atteindre l'appartement au 3e étage. La scène qu'ils trouvèrent était désolante. Meubles trempés, murs tachés, effets personnels éparpillés sur le sol. L'endroit qui avait été un jour un foyer accueillant était méconnaissable. Hélène observa François marcher lentement dans l'appartement, touchant des objets avec révérence, comme si chacun contenait des souvenirs précieux. Sophie resta à la porte, réticente à entrer comme si elle craignait que l'appartement ne la reconnaisse plus. « Commençons par la chambre de Sophie », suggéra François, essayant de garder sa contenance. « Ensuite, nous passerons aux documents importants et aux photographies. » Tandis que François et Sophie entraient dans la chambre de la petite fille, Hélène resta dans le salon, se sentant à la fois comme une intruse et une ancre nécessaire pour cette petite famille. Ses yeux se posèrent sur une étagère partiellement détruite où quelques livres résistaient encore à l'humidité. Elle s'approcha et prit un cahier à couverture rigide qui semblait relativement préservé. L'ouvrant, elle découvrit que c'était un journal d'écriture, rempli de la calligraphie soignée de François, les nouvelles qu'il avait mentionné avoir écrites pour Marie. Hélène feuilleta quelques pages, captivée par la beauté des mots et la profondeur des sentiments qui y étaient exprimés. « J'ai trouvé quelque chose que vous voudriez peut-être garder, » dit-elle lorsque François revint dans le salon, portant une petite boîte avec les effets personnels sauvés de Sophie. François prit le cahier, ses yeux s'embuant en le reconnaissant. « Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Certaines choses sont faites pour survivre, peu importe ce qui arrive, » répondit doucement Hélène. Cet après-midi-là changea quelque chose de fondamental dans la relation entre eux. Partager un moment si intime et douloureux créa un lien qui transcendait la simple attraction ou amitié. C'était comme si, au milieu des ruines de l'appartement de François, quelque chose de nouveau naissait, fragile et incertain, mais indéniablement réel. De retour à la villa des Merciers, tandis que Sophie dormait, épuisée après une journée émotionnellement éprouvante, François et Hélène s'assirent sur la terrasse de la maison d'hôte, partageant une bouteille de vin et le silence confortable de ceux qui n'ont pas besoin de mots pour communiquer. « Merci pour aujourd'hui », dit finalement François, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. « Je n'aurais pas pu affronter cela seul. » Hélène sourit, ses doigts jouant avec le verre de vin. « Nous sommes plus forts quand nous ne sommes pas seuls. Vous m'avez appris cela. »
Moi » demanda François, surpris. « Oui, en voyant comment vous prenez soin de Sophie, comment vous affrontez chaque défi pour elle, cela m'a fait réaliser combien de temps j'ai gaspillé à me sentir seul dans un mariage vide, alors que j'aurais pu chercher ma propre force. » François se tourna pour la regarder, son expression sérieuse. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Hélène, pour redécouvrir qui vous êtes. »« Et qui pensez-vous que je suis ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. François tendit la main, touchant doucement le visage d'Hélène. Quelqu'un d'extraordinaire qui commence juste à réaliser sa propre valeur. Le moment fut interrompu par le son d'une voiture qui arrivait. Hélène reconnut immédiatement le moteur du véhicule d'Édouard. « Je dois y aller », dit-elle, se levant brusquement. Édouard rentre rarement si tôt. Quelque chose d'important a dû se produire. François acquiesça, une ombre passant sur son visage. « Bien sûr. Bonne nuit, Hélène. »« Bonne nuit, François, » répondit-elle, hésitant un instant avant de se retourner et de marcher rapidement vers la maison principale. Dans le salon, Hélène trouva Édouard se servant une généreuse dose de whisky, son visage illuminé par un sourire triomphant. « Le conseil a approuvé », annonça-t-il dès qu'il la vit. « Le projet de reconstruction du port sera mis en œuvre par notre entreprise, avec le soutien total de la mairie. »« Quel projet exactement ?» demanda Hélène, sentant une inquiétude croissante. Édouard expliqua avec animation le partenariat, public-privé qu'il avait négocié, comment son entreprise serait responsable de reconstruire de grandes parties de l'infrastructure de la ville en échange de concessions lucratives. « C'est une situation où tout le monde y gagne, » conclut-il. « La ville se remet plus rapidement et nous développons nos affaires. » Hélène écouta tout avec un malaise croissant. « Et les personnes qui ont perdu leur maison, comment ce projet les aide-t-il » Édouard fronça les sourcils, comme si la question était sans importance. « La reconstruction de l'infrastructure profite à tous, Hélène. Plus d'emplois, plus de mouvements économiques. Mais les gens, Édouard, les familles comme celle de François et Sophie qui ont tout perdu, elles ont besoin d'aide maintenant, pas de promesses futures de bénéfices indirects. » L'homme d'affaires observa son épouse avec curiosité. « Tu t'inquiètes vraiment pour eux, n'est-ce pas, pour ce professeur et sa fille ?» La question portait à un ton qu'Hélène ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Ce n'était pas de la jalousie, ni exactement une accusation, mais quelque chose entre la surprise et la révélation. « Je me soucie de tous ceux qui ont été touchés par l'inondation, » répondit-elle, évitant le regard de son mari. « Y compris François et Sophie, oui. » Édouard s'approcha, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. « Tu sais ce que j'ai réalisé ces dernières semaines, que je ne connais pas ma propre femme, la femme déterminée qui a coordonné des dons, aidé des sans-abri, affronté des situations que je n'aurais jamais imaginées. Cette femme est fascinante, Hélène, et je veux mieux la connaître. » Les paroles d'Édouard la prirent complètement au dépourvu. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, un intérêt authentique qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pendant un bref moment, Hélène entrevit la possibilité d'un nouveau départ avec l'homme qu'elle avait épousé. Pas l'homme d'affaires ambitieux, mais le jeune homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Cependant, l'image de François et le toucher de sa main sur son visage restaient vivaces dans son esprit, créant une confusion de sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Je suis fatiguée, Édouard, » dit-elle finalement. « La journée a été longue. » Tandis qu'elle montait les escaliers vers sa chambre, Hélène sentit le poids des choix qui approchaient. À un moment donné, elle devrait décider entre la sécurité d'un mariage qui pourrait peut-être être sauvé et l'incertitude de nouveaux sentiments pour un homme qui portait encore le deuil d'un amour perdu. Entre la fidélité au passé et la promesse d'un avenir inconnu. L'atelier qui était resté fermé pendant des années reprenait vie. Hélène avait passé les derniers jours à nettoyer l'espace, organiser les pinceaux, acheter de nouvelles peintures et préparer des toiles. La lumière naturelle qui entrait par les larges fenêtres créait une atmosphère presque magique, comme si le temps était revenu à l'époque où elle n'était qu'une jeune rêveuse, avec des aspirations artistiques. « Je ne savais pas que tu reprenais la peinture », commenta Édouard, debout à la porte de l'atelier, observant sa femme nettoyer un vieux chevalet. Hélène sourit, sans interrompre son travail. « Je ne le savais pas moi-même jusqu'à il y a quelques jours. »« C'était son idée, n'est-ce pas ?» demanda Édouard, entrant dans la pièce.
De la fille du professeur. Sophie, corrigea doucement Hélène. Oui, d'une certaine façon. Elle a trouvé ma toile inachevée et a posé des questions. Des questions qui m'ont fait réfléchir sur ce que j'ai laissé derrière moi. Édouard s'approcha, examinant les matériaux éparpillés sur la table de travail. « J'ai toujours trouvé ton talent admirable, dit-il, surprenant Hélène. Je ne voulais simplement pas que tu te frustres dans une carrière si incertaine. » « Il ne s'agissait pas de carrière, Édouard, » répondit Hélène, regardant finalement directement son mari. « Il s'agissait de passion, de m'exprimer, quelque chose dont j'avais besoin pour me sentir complète. » Un silence pensif s'établit entre eux. Édouard semblait voir son épouse sous un nouveau jour, comme s'il comprenait enfin quelque chose de fondamental à son sujet. « J'ai une proposition, » dit-il finalement. Le centre culturel que nous finançons dans le cadre du projet de reconstruction aura besoin d'une exposition inaugurale. Pourquoi ne pas organiser quelque chose? Tu pourrais réunir des artistes locaux, peut-être exposer ton propre travail. Hélène regarda son mari avec étonnement. « Tu es sérieux ?»« Complètement, » répondit Édouard. « Considère cela comme une façon d'unir mon projet d'infrastructure avec quelque chose de plus humain. Quelque chose qui, comme tu me l'as toujours dit, manquait dans mes initiatives d'affaires. » La proposition était tentante, et Hélène ressentit une vague d'enthousiasme qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Organiser une exposition caritative pourrait non seulement l'aider à se reconnecter avec sa passion pour l'art, mais aussi créer des opportunités pour les artistes locaux touchés par l'inondation. « J'y réfléchirai, » répondit-elle, ne voulant pas montrer à quel point l'idée l'avait déjà captivée. Édouard sourit, satisfait, avant de consulter sa montre. « Je dois y aller. J'ai une réunion avec le maire concernant la prochaine phase du projet. » Quand son mari sortit, Hélène s'autorisa un moment de pure joie, tournoyant dans l'atelier comme une adolescente. L'idée de l'exposition allumait une flamme endormie dans son cœur. Elle prit un pinceau, sentant son poids, sa texture, la promesse de création qu'il portait. Sans hésitation, elle plaça une toile vierge sur le chevalet et commença à esquisser. Les premières lignes surgirent presque par volonté propre, formant progressivement le contour d'un visage familier. Celui de François, regardant l'horizon avec une expression qui mêlait espoir et mélancolie. Hélène travailla fiévreusement pendant des heures, perdue dans le processus créatif qui lui avait tant manqué. Quand elle s'éloigna finalement pour observer le résultat, elle sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait capturé non seulement la ressemblance physique de François, mais quelque chose de plus profond, sa résilience, sa gentillesse, la force silencieuse qui le soutenait. « C'est magnifique. » La voix de Sophie la fit se retourner brusquement. La petite fille se tenait à l'entrée de l'atelier, observant la peinture avec des yeux admiratifs. « Sophie, je ne t'ai pas entendue entrer, » dit Hélène, se déplaçant instinctivement pour couvrir la toile. « C'est mon papa, n'est-ce pas ?» demanda Sophie s'approchant. Ça lui ressemble beaucoup, mais il a aussi l'air différent, plus heureux. Hélène sentit son visage chauffer. C'est juste une étude, un exercice pour reprendre la pratique. Sophie la regarda avec la sagesse déconcertante que possèdent certains enfants. Vous savez, mon papa sourit davantage quand il est avec vous. Avant, il ne souriait comme ça que lorsqu'il regardait des photos de maman. L'observation innocente de la petite fille frappa Hélène comme une révélation. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de Sophie. « Ton papa aime beaucoup ta maman, Sophie. Cela ne changera jamais. »« Je sais, » répondit la petite fille avec simplicité. « Mais maman m'a dit une fois que le cœur des gens est assez grand pour aimer beaucoup de personnes de différentes façons. » Hélène serra Sophie dans ses bras, incapable de trouver des mots pour répondre. La sagesse de l'enfant, transmise à travers les souvenirs de sa mère, portait une vérité qui touchait profondément son cœur confus. « Je suis venue te chercher parce que papa veut savoir si tu veux venir avec nous à la place, » dit Sophie, s'écartant de l'étreinte. « Ils organisent une foire d'artisanat pour aider les personnes qui ont perdu leurs affaires dans l'inondation. »« J'adorerais venir, » répondit Hélène, souriant. « J'ai juste besoin de nettoyer ces pinceaux d'abord. » Tout en rangeant son matériel, Hélène eut une idée soudaine. La foire d'artisanat pourrait être la première étape vers l'exposition qu'Édouard avait suggérée. Un événement plus petit, plus intime, où elle pourrait rencontrer des artistes locaux et commencer à former un réseau de contacts.
Quand ils arrivèrent à la place centrale de Beauport, Hélène fut impressionnée par la vitalité qu'ils trouvèrent. Malgré les dégâts encore visibles de l'inondation, la communauté s'était réunie pour créer un espace d'espoir et de reconstruction. Des stands colorés exposèrent des travaux en bois, céramique, tissu et autres matériaux, beaucoup fabriqués avec des objets récupérés de l'inondation. François appela une voix familière. Thomas s'approchait d'eux accompagné d'une femme d'âge moyen qu'Hélène ne connaissait pas. « Hélène, voici Madame Cécile, présidente de l'Association des artisans de Beauport », présenta François. « Cécile, voici Hélène Mercier. C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Hélène, tendant la main. Cécile l'observa avec intérêt. « Mercier, vous êtes l'épouse d'Édouard Mercier ?» Hélène acquiesça, ressentant le malaise qui accompagnait toujours cette association. Beaucoup de personnes à Beauport avaient des opinions formées sur son mari, pas toujours positives. « Intéressant », commenta Cécile, avec un ton qu'Hélène ne parvint pas à déchiffrer complètement. « François a mentionné que vous êtes artiste. »« Amateur, en fait », corrigea Hélène modestement. « J'ai étudié les beaux-arts à l'université, mais je n'ai jamais suivi la carrière professionnellement. » Cécile sourit. « Il n'existe pas d'artiste amateur, ma chère. Soit vous créez de l'art, soit vous n'en créez pas. Le reste n'est que circonstance. » La simplicité et la sagesse dans les paroles de cette femme touchèrent Hélène profondément. Tandis qu'il marchait entre les stands, elle partagea son idée sur l'exposition caritative dans le futur centre culturel. Ce serait une merveilleuse opportunité de montrer que l'art fait également partie de la reconstruction de la ville, expliqua Hélène, enthousiaste. Pas seulement l'infrastructure physique, mais l'esprit de la communauté. Cécile écouta attentivement, ses yeux brillants d'un intérêt croissant. Il y a longtemps que Beauport a besoin d'une telle initiative. Beaucoup de talents restent cachés parce qu'ils n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Pensez-vous que les artistes locaux seraient intéressés ? Demanda Hélène, anxieuse. Sans aucun doute, répondit Cécile. Surtout si une partie des ressources est dirigée pour aider les sinistrés de l'inondation. Tandis que les deux femmes discutèrent des détails préliminaires de l'exposition, François observait Hélène avec admiration. Il y avait une lumière dans ses yeux, une énergie dans ses gestes qui la transformait complètement lorsqu'elle parlait d'art. C'était comme si une version plus authentique d'Hélène émergeait, vibrante et passionnée. Sophie, quant à elle, avait trouvé un artisan qui travaillait avec du bois récupéré de l'inondation, transformant des débris en petites sculptures. Fascinée, la petite fille observait l'homme donner forme à un morceau de bois qui se transformait progressivement en oiseau. « Tu voudrais essayer ?» proposa l'artisan, tendant un petit outil à la fillette. Sous la supervision attentive de l'homme, Sophie commença à travailler le bois, son visage concentré dans une expression qui rappelait tellement sa mère que François sentit un pincement au cœur. Marie avait aussi ce même pli de concentration entre les sourcils quand elle se consacrait à quelque chose. « Elle vous ressemble beaucoup », commenta Hélène, qui s'était approchée silencieusement. « En réalité, c'est le portrait craché de sa mère », répondit François avec un sourire mélancolique. « Parfois, je la regarde et je vois Marie si clairement que j'attends presque d'entendre sa voix. » Hélène toucha doucement le bras de François. « C'est une bénédiction, non ? Avoir une partie si vivante de quelqu'un qu'on aime. » François couvrit la main d'Hélène avec la sienne, un geste simple qui portait un monde de signification. « Oui, c'est une bénédiction, même quand ça fait mal. » Le moment d'intimité fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone d'Hélène. En voyant le nom d'Édouard sur l'écran, elle s'éloigna de quelques pas pour répondre. « Hélène, j'ai besoin que tu rentres à la maison immédiatement, » dit Édouard, sa voix tendue. « Nous avons des invités importants pour dîner, le maire et son épouse. »« Mais Édouard, tu ne m'as pas prévenu de ce dîner, » protesta Hélène. « C'était une décision de dernière minute. S'il te plaît, Hélène, c'est important pour le projet. J'ai besoin de toi ici, faisant ce que tu fais de mieux. » Les paroles d'Édouard, faisant ce que tu fais de mieux, résonnèrent dans son esprit. Il se référait à son rôle d'hôtesse parfaite, l'épouse impeccable qui charmait ses invités avec une conversation agréable et des sourires mesurés. Le rôle qu'elle jouait depuis des années, tandis que sa véritable essence restait endormie. « Je serai là dans une demi-heure, » répondit-elle, raccrochant avec un soupir. Quand elle revint auprès de François et Sophie, son expression avait changé. « Je dois partir. Édouard m'attend pour un dîner important. » François acquiesça, cachant sa déception.
Bien sûr, merci d'être venu avec nous, aujourd'hui. Ce fut un plaisir, répondit Hélène, hésitant avant d'ajouter. Au fait, Cécile a accepté de m'aider avec l'exposition caritative. J'aimerais que vous y participiez aussi, François. Peut-être pourriez-vous partager certaines de vos nouvelles. La suggestion prit François par surprise. Mes nouvelles ne sont pas destinées à l'exposition publique, Hélène. Ce sont juste des histoires que j'ai écrites pour Marie. Et elles sont magnifiques précisément pour cela, insista Hélène. Elles représentent l'amour, la perte, l'espoir, tout ce que cette ville vit maintenant. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Avant que François ne puisse répondre, Sophie s'approcha avec sa création, une petite sculpture en bois qui ressemblait vaguement à un oiseau. « Regarde, tante Hélène, je l'ai faite pour toi, » dit la petite fille, offrant fièrement son travail. « C'est un phénix. Le monsieur du stand m'a expliqué que c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. J'ai pensé que ça vous allait bien, parce que vous renaissez, avec votre art. » Hélène sentit des larmes dans ses yeux en acceptant le cadeau. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, Sophie. Je le garderai très précieusement. » Elle prit congé d'eux avec une étreinte rapide, promesse de se voir le lendemain, et partit pour remplir son rôle dans le dîner d'Édouard. Ce soir-là, tandis qu'elle souriait et conversait gracieusement avec le maire et son épouse, Hélène se sentait divisée entre deux mondes. Le dîner se déroulait parfaitement, avec Édouard lui lançant des regards d'approbation à chaque commentaire perspicace qu'elle faisait, à chaque rire élégant qu'elle partageait avec les invités. Elle était douée pour cela. Peut-être trop douée. Des années de pratique avaient fait du rôle de Madame Mercier une seconde peau. « Votre épouse est charmante, Édouard », commenta le maire pendant le dessert. « J'ai entendu dire qu'elle s'est impliquée personnellement auprès des victimes de l'inondation. » Un geste noble. Édouard sourit, posant sa main sur celle d'Hélène. Hélène a toujours eu un cœur généreux. En fait, elle organise une exposition d'art pour collecter des fonds pour les sans-abri. « Une exposition ?» demanda l'épouse du maire, intéressée. « Quelle merveilleuse idée! Vous êtes artiste, Hélène ?»« J'ai étudié les beaux-arts, mais je n'ai jamais pratiqué professionnellement, » répondit Hélène, se sentant étrangement vulnérable en parlant de sa passion devant des étrangers. « Sa modestie, » intervint Édouard à la surprise d'Hélène. « Mon épouse a un talent extraordinaire. J'essaie de la convaincre d'exposer certaines de ses propres œuvres lors de l'événement. » Le soutien inattendu d'Édouard laissa Hélène momentanément sans voix. Il y avait de la sincérité dans sa voix, une fierté authentique qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Plus tard, quand les invités furent repartis, Édouard trouva Hélène sur la terrasse, contemplant la petite sculpture en bois que Sophie lui avait donnée. « Le dîner a été un succès », commenta-t-il, se servant un dernier verre de vin. « Le maire est complètement à bord du projet. » Hélène acquiesça distraitement, ses pensées ailleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Édouard, indiquant l'objet dans ses mains. « Un cadeau ?»« De Sophie, » répondit Hélène. « C'est un phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. » Édouard observa la sculpture rudimentaire avec une expression pensive. « Appropriée. »« Pourquoi ?» demanda Hélène, curieuse. « Parce que toi aussi tu... »« Renais, Hélène, » répondit-il, la surprenant par sa perspicacité. « Je peux le voir. C'est comme si l'inondation avait emporté une couche qui cachait qui tu es vraiment. » Les paroles d'Édouard faisaient étrangement écho à celles de Sophie, créant une dissonance dans son cœur. Pendant des années, Hélène s'était blâmée pour l'échec de son mariage, pour la distance qui s'était creusée entre elle et son mari. Maintenant, alors qu'elle trouvait enfin la force de se redécouvrir, Édouard semblait être en train de la redécouvrir aussi. « Il est tard, » dit-elle, se levant. « Je vais me coucher. »« Hélène, » appela Édouard, alors qu'elle était déjà à la porte. « Je suis fier de toi, vraiment. » Cette nuit-là, Hélène dormit agitée, rêvant d'eau tumultueuse qui l'emportait entre deux rives. D'un côté, la sécurité familière de sa vie avec Édouard, maintenant potentiellement renouvelée. De l'autre, la promesse incertaine d'un nouveau départ, représentée par le sourire gentil de François et la sagesse simple de Sophie. Dans la chambre d'hôte, François restait également éveillé, relisant les nouvelles qu'il avait écrites pour Marie à la faible lumière d'une lampe de chevet. Les mots imprégnés d'amour et de nostalgie semblaient différents maintenant, comme s'ils prenaient de nouvelles significations. Peut-être qu'Hélène avait raison. Peut-être que les
Partager ne serait pas une trahison de la mémoire de Marie, mais une façon de l'honorer, de permettre à l'amour qu'ils avaient partagé de continuer à toucher d'autres vies. Les semaines suivantes apportèrent une routine inattendue pour tous les protagonistes. Hélène partageait son temps entre les préparatifs de l'exposition caritative, ses peintures nouvellement redécouvertes, et ses devoirs d'épouse d'Édouard, qui semblait de plus en plus impliqué dans son projet de reconstruction de la ville. François, de son côté, avait repris l'enseignement dans une école temporaire mise en place pour les élèves touchés par l'inondation, tout en restant hébergé avec Sophie dans la propriété des Merciers. La proximité quotidienne créait des situations d'intimité ordinaire entre Hélène et François, petit déjeuner partagé, lorsqu'Édouard était déjà parti travailler, conversations nocturnes sur la terrasse de la maison d'hôte, moments de complicité en s'occupant, ensemble de Sophie, petits gestes, regards prolongés, contacts accidentels qui envoyaient des frissons sur leur peau. Tout nourrissait un sentiment qu'ils tentaient, sans succès, d'ignorer. « J'ai réussi !» s'exclama Hélène, entrant avec enthousiasme dans la maison d'hôte sans frapper, comme c'était devenu son habitude. Le centre culturel a accepté de céder l'espace pour l'exposition le mois prochain et nous avons déjà plus de 20 artistes confirmés. Vous êtes-vous déjà inscrits? Faites-le maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. François, qui corrigeait des copies scolaires à la table de la cuisine, sourit en voyant son enthousiasme. « C'est merveilleux, Hélène. Vous avez transformé une idée en réalité en un temps record. Je n'y serais pas arrivé sans l'aide de Cécile et des autres artistes locaux, répondit-elle, s'asseyant à côté de lui. Et en parlant de cela, avez-vous réfléchi à ma proposition, à propos du partage de vos nouvelles lors de l'exposition? François posa son stylo, son expression devenant pensive. J'y ai beaucoup réfléchi, en fait. Et, insista Hélène, se penchant légèrement vers lui. J'ai décidé que j'en partagerai quelques-unes, répondit François finalement. Pas toutes, certaines sont trop personnelles, mais j'en ai sélectionné 5 qui, je crois, pourraient résonner avec d'autres personnes. Hélène ne put contenir sa joie, l'étreignant impulsivement. C'est merveilleux, François. Vos nouvelles sont si puissantes, si pleines d'émotions authentiques. Les gens ont besoin de les connaître. L'étreinte, initiée par pur enthousiasme, se prolongea quelques secondes de plus qu'il n'aurait été approprié. Quand ils s'écartèrent, tous deux semblaient légèrement essoufflés, conscients de la fine ligne qu'ils continuaient à franchir. « Je vais devoir les réviser un peu, » dit François, brisant le moment de tension. « Certaines ont été écrites à des moments très spécifiques de ma vie avec Marie. » Hélène acquiesça, compréhensive. « Bien sûr, vous décidez de ce que vous voulez partager. » La mention de Marie flotta entre eux comme toujours, un rappel doux mais ferme que le passé ne pouvait pas simplement être effacé, que le cœur de François portait encore des cicatrices loin d'être complètement guéri. « Papa, tante. »« Hélène, regardez ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui !» s'exclama Sophie, entrant en courant dans la cuisine avec un papier coloré dans les mains. L'interruption de la petite fille soulagea la tension dans l'air. Sophie montra fièrement un dessin qui représentait 3 silhouettes devant un grand bâtiment coloré. « C'est l'exposition », expliqua-t-elle, pointant vers le dessin. « Voici vous, papa et moi, devant le centre culturel, et ce sont toutes les personnes qui viennent voir les tableaux de tante Hélène et les histoires de papa. » Hélène et François échangèrent un regard ému devant l'innocence et l'espoir contenus dans le dessin enfantin. Pour Sophie, l'idée de voir son père et Hélène travailler ensemble sur quelque chose de significatif semblait la chose la plus naturelle au monde. « C'est magnifique. »« Mon amour, » dit François embrassant sa fille, « nous allons le mettre sur le réfrigérateur pour que tout le monde puisse le voir. » Tandis que François fixait le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant, le téléphone d'Hélène sonna. En voyant le nom d'Édouard sur l'écran, elle s'éloigna un peu pour répondre. « Hélène, nous devons parler, » dit Édouard, sa voix inhabituellement sérieuse. « Peux-tu venir à l'entreprise maintenant? C'est important. » Le ton d'Édouard l'inquiéta. « Est-il arrivé quelque chose de grave? »« Je préfère t'expliquer en personne, » répondit-il. « S'il te plaît, viens dès que possible. » En raccrochant, Hélène sentit une vague d'appréhension. « Je dois y aller. Édouard veut me voir à son entreprise immédiatement. »« Un problème ?» demanda François, remarquant son expression préoccupée. « Je ne sais pas, »
répondit-elle. Sincèrement. Il semblait différent. François acquiesça, respectant son inquiétude. Vas-y, Sophie et moi serons là quand tu reviendras. Le siège de Bisson Mercier Entreprises occupait un imposant bâtiment de verre et d'acier dans le centre d'affaires de Beauport. Hélène visitait rarement l'endroit, préférant maintenir une distance avec les activités professionnelles de son mari. Tandis qu'elle montait dans l'ascenseur privé qui menait directement au bureau d'Édouard, elle se demandait ce qui pouvait être si urgent au point qu'il l'appelle jusqu'ici. En entrant dans le vaste bureau avec vue panoramique sur le port, Hélène trouva Édouard debout près de la fenêtre, observant le mouvement des navires. À côté de lui se tenait Robert, le politique qui dînait fréquemment chez eux. « Hélène, content que tu sois venue, » dit Édouard, se tournant pour l'accueillir. Son visage semblait tendu, comme s'il retenait une forte émotion. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, regardant d'Édouard à Robert avec une appréhension croissante. Édouard indiqua une chaise. « S'il te plaît, assieds-toi. Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Hélène obéit, se sentant de plus en plus mal à l'aise. « Robert vient de m'apporter des informations préoccupantes, » commença Édouard, s'asseyant sur le bord de son imposant bureau, « concernant ton invité. »« François ?» demanda Hélène, sentant son cœur s'accélérer. « Que lui arrive-t-il » Robert s'éclaircit la gorge, adoptant une expression de fausse préoccupation. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles M. Dubois serait impliqué avec un groupe qui s'oppose véhémentement au projet de reconstruction. »« C'est absurde, » protesta immédiatement Hélène. « François a à peine le temps entre ses cours et s'occuper de sa fille. Il n'est impliqué dans aucun type d'activisme politique. »« Pas directement, peut-être, » intervint Édouard, « mais son ami avocat, Thomas Almeida, est l'un des principaux opposants au projet. Il organise les résidents touchés pour contester juridiquement nos propositions. » Hélène secoua la tête, incrédule. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec François? Lui et Thomas sont amis d'enfance. Cela ne signifie pas qu'ils partagent les mêmes opinions politiques. »« Hélène, dit Édouard avec un soupir fatigué, nous devons être réalistes. Tu crois que c'est une coïncidence que cet homme, justement le meilleur ami de notre principal opposant, se soit tant rapproché de toi, qu'il habite sur notre propriété, ayant accès à nos conversations, à nos plans? » L'insinuation était si absurde qu'Hélène faillit rire. « Tu suggères que François est, quoi, en train de m'utiliser pour t'espionner? Édouard, il a pratiquement tout perdu dans l'inondation, lui et sa fille de 8 ans. Les gens font des choses désespérées dans des situations désespérées, » commenta Robert avec une expression de regret théâtral. Hélène se leva, indignée. « Je ne vais pas rester ici à écouter ces accusations ridicules contre un homme qui essaie simplement de reconstruire sa vie. » Édouard s'approcha, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. Son visage s'était adouci, montrant plus d'inquiétude que d'accusation. « Hélène, je comprends ton indignation. Tu as un cœur généreux, et il est naturel que tu veuilles aider ceux qui souffrent. Mais j'ai aussi besoin de te protéger, de protéger notre mariage. » La mention du mariage fit reculer Hélène d'un pas. « Que veux-tu dire par là ?» Édouard échangea un regard rapide avec Robert, qui quitta discrètement la pièce, les laissant seuls. « Tu crois que je ne remarque pas ce qui se passe ?» demanda Édouard, sa voix maintenant plus douce, presque vulnérable. « La façon dont tu le regardes, comment ton visage s'illumine quand il entre dans la pièce. Hélène, je n'ai peut-être pas été le mari le plus attentif ces dernières années, mais je ne suis pas aveugle. » La franchise inattendue d'Édouard la prit au dépourvu. Hélène sentit son visage chauffer, un mélange de honte et de surprise s'emparant d'elle. « Édouard, Tu n'as pas besoin de t'expliquer, » l'interrompit-il, levant une main. « En partie, la faute est mienne. J'ai laissé la distance s'installer entre nous. J'ai permis que mon travail devienne plus important que notre relation. Et maintenant... » Édouard respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je suis prêt à me battre pour nous, Hélène. Je veux reconstruire notre mariage, tout comme nous reconstruisons la ville. Mais j'ai besoin de savoir si toi aussi tu le veux. » Les paroles sincères d'Édouard la laissèrent momentanément sans réponse. Pendant des années, elle avait rêvé d'entendre ce genre de déclaration de sa part, un aveu que leur mariage avait besoin d'attention, qu'il était prêt à changer. Maintenant que cela arrivait enfin,
Hélène se sentait partagée entre la loyauté envers l'engagement qu'elle avait pris avec Édouard et les nouveaux sentiments qui avaient fleuri pour François. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », répondit-elle. Finalement, tout va très vite. Édouard acquiesça, respectant son hésitation. « Je comprends, mais Hélène, indépendamment de ta décision nous concernant, je pense qu'il serait préférable que le professeur et sa fille trouvent un autre endroit où rester. » « Tu me demandes de les expulser ?» demanda Hélène, incrédule. « Je te demande de considérer ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées, » corrigea doucement Édouard. « La mairie a déjà mis à disposition des appartements temporaires pour les familles sinistrées. Ils y seraient de bien. Et nous aurions l'espace nécessaire pour redécouvrir qui nous sommes, ensemble ou séparés. » Hélène quitta le bâtiment de Mercier Entreprises, l'esprit en ébullition. La sincérité d'Édouard l'avait touchée plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Elle avait entrevu, pendant un bref moment, l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Vulnérable, humain, capable de reconnaître ses erreurs. En même temps, la suggestion que François l'utilisait d'une quelconque façon dans le cadre d'un agenda politique était non seulement absurde, mais profondément offensante. Hélène connaissait suffisamment François pour savoir qu'il était incapable d'une telle manipulation. La bonté et l'intégrité qu'elle voyait en lui étaient authentiques. Elle en était certaine. Décidant qu'elle avait besoin d'un moment pour organiser ses pensées, Hélène conduisit jusqu'à la plage, un endroit où elle trouvait habituellement la paix dans les moments de confusion. La mer était agitée cet après-midi-là, reflétant la tempête dans son propre cœur. Assise sur le sable, observant les vagues se briser sur la côte, Hélène réfléchissait au choix qu'elle devait faire. Rester avec Édouard signifierait honorer un engagement de plusieurs années, donner une seconde chance à un mariage qui, malgré tous les problèmes, avait été une partie significative de sa vie. Cela signifierait stabilité, sécurité, la continuité d'une vie qu'elle connaissait bien. D'autre part, les sentiments qu'elle nourrissait pour François représentèrent quelque chose de nouveau, vibrant, terriblement réel. Ce n'était pas simplement une attirance physique ou une fascination pour la différence, c'était une connexion qui allait au-delà des mots, une reconnaissance mutuelle d'âme qui, bien que blessée, cherchait encore chaleur et sens. Et il y avait Sophie, la petite fille qui, en quelques semaines, avait conquis une place immense dans son cœur. Hélène n'avait jamais eu d'enfant, un choix qu'Édouard avait toujours soutenu, plus préoccupé par sa carrière que par l'idée de paternité. La relation avec Sophie avait éveillé en elle un instinct maternel qu'elle ne savait pas posséder, une capacité d'aimer et de protéger qui la surprenait quotidiennement. Tandis que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de tons orangés et rosés, Hélène parvint à une conclusion. Elle ne pouvait pas prendre une décision basée uniquement sur ses sentiments, ou même sur les promesses nouvellement découvertes d'Édouard. Elle devait être honnête avec Édouard, avec François, mais surtout avec elle-même. Quand elle retourna à la villa, la nuit était déjà tombée. À sa surprise, elle trouva Sophie assise seule sur la terrasse de la maison principale, serrant son ours en peluche avec une expression triste. « Sophie, que fais-tu ici dehors toute seule ?» demanda Hélène, inquiète. « Où est ton père ?» ?»« Il range nos affaires, » répondit la petite fille d'une voix faible. « Il a dit que nous partons demain. » Hélène eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça, partir? Pour aller où ?»« Dans un appartement que tonton Thomas a trouvé, » expliqua Sophie. « Papa dit que nous avons déjà trop abusé de votre hospitalité. » L'idée que François et Sophie partent si brusquement provoqua une douleur physique chez Hélène. « Attends ici, ma chérie, je vais parler à ton père. » Hélène trouva François dans la chambre de la maison d'hôte, pliant méthodiquement les quelques vêtements qu'il possédait dans une valise usée. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle depuis la porte, sans parvenir à cacher la détresse. Dans sa voix, Sophie dit que vous partez demain. François continua son travail sans la regarder. « Oui, Thomas nous a trouvé un appartement dans l'ensemble résidentiel temporaire. Il est petit, mais il répondra à nos besoins jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de permanent. » « Mais pourquoi? Pourquoi cette précipitation soudaine ?» insista Hélène, entrant dans la chambre. « Il s'est passé quelque chose ?» François s'arrêta enfin, se tournant pour la regarder en face. Il y avait une détermination triste dans ses yeux. « Édouard m'a appelé cet après-midi. »
Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac d'Hélène. « Édouard vous a appelé ? Qu'a-t-il dit ?»« Il a été assez poli, en fait, » répondit François avec un sourire sans humour. « Il a dit que vous aviez besoin d'intimité pour travailler sur votre mariage et que ma présence ici créait une situation inconfortable. » Hélène ferma les yeux, sentant une vague de colère et de honte. « Je ne savais pas, François. Je vous jure que je ne savais pas. »« Je vous crois, » répondit-il doucement. « Mais il a raison, Hélène. Ma présence ici n'est pas saine, ni pour vous, ni pour votre mariage, et certainement pas pour moi. » L'admission implicite qu'il ressentait aussi quelque chose pour elle flotta dans l'air entre eux, aussi tangible que les vêtements pliés sur le lit. « Je ne veux pas que vous partiez, » dit Hélène, sa voix presque un murmure. « Vous êtes devenue une partie de ma vie. » François fit un pas vers elle, s'arrêtant à une distance prudente, comme s'il craignait que la proximité puisse briser sa résolution. « Hélène, vous êtes une femme extraordinaire. Ces derniers mois, votre gentillesse, votre force ont illuminé ma vie et celle de Sophie dans une période très sombre. Mais vous aimez toujours Marie, » compléta Hélène avec un sourire triste. « Oui, » admit François, « et vous êtes toujours mariée à Édouard, et il semble sincèrement disposé à se battre pour vous. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Comment pouvez-vous être si noble, si compréhensif ?» François sourit, un sourire plein de douleur et d'affection. « Ce n'est pas de la noblesse, Hélène, c'est du respect. Pour vous, pour Édouard, pour Marie, pour tout ce que chacun d'entre nous doit encore découvrir sur lui-même. » Hélène savait qu'il avait raison. Tous deux portaient des bagages émotionnels complexes, des engagements qui ne pouvaient pas simplement être ignorés. Elle s'approcha, touchant doucement le visage de François du bout des doigts. « Promettez-moi que vous et Sophie viendrez quand même à l'exposition, » demanda-t-elle. « Votre nouvelle mérite d'être entendue. Et j'ai besoin de savoir que je vous verrai encore, même si c'est moins fréquemment. »« Je promets, » répondit François, saisissant sa main et l'embrassant doucement, un geste aussi respectueux qu'intime. Certains chemins sont destinés à se croiser à plusieurs reprises, peu importe combien de détours ils prennent. Cette nuit-là, tandis que le reste de la maison dormait, Hélène retourna à son atelier. Avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, elle travailla fiévreusement sur une nouvelle toile, un portrait de François et Sophie, captant non seulement leurs traits physiques, mais la lumière et la bonté qu'ils avaient apportée dans sa vie. Le tableau serait sa façon de préserver ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait gagné en les connaissant, quel que soit le chemin qu'elle choisirait de suivre. Le soir de l'exposition Art et Reconstruction était enfin arrivé. Le centre culturel de Beauport, récemment rénové, brillait de lumières et de vie, attirant une foule diversifiée, des autorités locales et hommes d'affaires influents aux familles touchées par l'inondation. Hélène, vêtue d'une robe, bleu marine simple mais élégante, circulait nerveusement parmi les invités, vérifiant chaque détail une dernière fois. L'exposition avait dépassé toutes les attentes. Plus de 30 artistes locaux exposaient leurs œuvres, peintures, sculptures, photographies et installations qui documentaient non seulement la destruction causée par l'inondation, mais aussi la résilience et la solidarité qui avaient émergé de la tragédie. Dans un coin spécial, des extraits des nouvelles de François avaient été imprimés sur des panneaux transparents suspendus au plafond, créant un effet éthéré, tandis que les visiteurs se promenaient entre les mots. « Tout est absolument parfait », commenta Cécile, s'approchant d'Hélène avec 2 coupes de champagne. « Vous avez réussi à unir l'art et le but d'une manière que cette ville n'avait jamais vue auparavant. » Hélène accepta la coupe avec un sourire nerveux. « Merci, Cécile. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous et tous les artistes qui ont cru en cette idée. »« J'ai vu que votre mari est là, » observa Cécile, indiquant discrètement l'autre côté de la salle où Édouard conversait avec animation avec le maire. « Il semble fier. » Hélène suivit le regard de son amie, observant Édouard à distance. Au cours des 2 dernières semaines, depuis le départ de François et Sophie, son mari s'était sincèrement efforcé de renouer avec elle. De petits gestes, des fleurs livrées sans occasion spéciale, des dîners intimes, des questions sincères sur ses sentiments et ses projets, démontraient que ses promesses n'étaient pas vaines. Édouard essayait vraiment de sauver leur mariage.
Il a été étonnamment soutenant, répondit Hélène, choisissant soigneusement ses mots. Cécile l'étudia avec des yeux perspicaces. Et c'est suffisant? La question directe prit Hélène au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, son regard capta un mouvement à l'entrée de la salle. François venait d'arriver, tenant la main de Sophie, qui portait une robe fleurie et serrait son inséparable ours en peluche. Le cœur d'Hélène s'accéléra, involontairement. « Excusez-moi, Cécile, » murmura-t-elle, s'éloignant en direction des nouveaux arrivants. Sophie fut la première à la voir, lâchant la main de son père pour courir vers elle. « Tante Hélène, comme c'est joli, on dirait de la magie. » Hélène s'accroupit pour étreindre la petite fille, ressentant une vague d'affection qui la fit presque pleurer. « Je suis si heureuse que tu sois venue, ma chérie. » En se relevant, elle trouva François debout à quelques pas, l'observant avec un sourire bienveillant. Les 2 semaines de séparation semblaient avoir intensifié, au lieu de diminuer la connexion entre eux. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. « Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit Hélène, remarquant comment le costume simple qu'il portait mettait en valeur sa silhouette. « Venez, je veux vous montrer comment vos nouvelles ont été intégrées à l'exposition. » Tandis qu'elle guidait François et Sophie à travers la galerie, Hélène percevait les regards curieux qui les suivaient. Son amitié avec le professeur et sa fille était devenue un sujet de spéculation dans la petite ville de Beauport, surtout après leur départ soudain de la villa des Merciers. « Vos mots ont touché beaucoup de personnes, » commenta Hélène, lorsqu'ils arrivèrent à la section où les nouvelles de François étaient exposées. « Plusieurs personnes m'ont dit avoir pleuré en les lisant. » François observa ses propres écrits transformés en art public, des mots qu'il avait écrits dans des moments de profonde intimité avec Marie, maintenant partagés avec des étrangers. Étonnamment, il ne sentait pas qu'il avait trahi ces moments. Au contraire, il y avait quelque chose de cathartique à voir comment ces expériences personnelles pouvaient résonner avec d'autres, créer des ponts d'empathie et de compréhension. « Merci de m'avoir convaincu de faire cela, » dit-il, sa voix légèrement émue. « Marie aurait adoré. » Hélène toucha doucement son bras. « J'en suis certaine. » De l'autre côté de la salle, Édouard observait l'interaction entre sa femme et François. La jalousie qu'il avait initialement ressentie s'était transformée en quelque chose de plus complexe, un mélange de résignation et de compréhension réticente. Ces dernières semaines, en essayant de reconquérir Hélène, il avait réalisé combien de temps il avait gaspillé à ignorer qui elle était vraiment, ses passions, ses rêves. « Mercier, je dois vous féliciter, » dit le maire, interrompant ses pensées. « Votre épouse a réalisé quelque chose d'extraordinaire ici, et votre soutien au projet a été fondamental. » Édouard sourit poliment. « Hélène est la véritable force derrière tout cela. J'ai simplement fourni les ressources. » « Modestie ne vous va pas, mon ami, » rit le maire. « Mais sérieusement, la façon dont vous avez ajusté le projet de reconstruction pour inclure des logements accessibles pour les familles sinistrées, c'était inattendu et admirable. Le changement dans le projet original avait été une décision difficile pour Édouard. Cela signifiait moins de profits immédiats, plus de complications bureaucratiques et des négociations tendues avec ses associés. Mais quelque chose avait changé en lui depuis l'inondation, une compréhension tardive que le succès et la richesse signifiaient peu s'ils n'étaient pas liés à un objectif plus grand. « C'était la chose à faire, » répondit-il simplement. Pendant ce temps, Hélène était arrivée à la pièce maîtresse de l'exposition, sa propre toile, couverte d'un drap de velours bleu. « C'est ma contribution personnelle à l'exposition, » expliqua-t-elle à François et Sophie. « Je ne l'ai encore montrée à personne. Vous serez les premiers à la voir. » D'un mouvement fluide, Hélène retira le drap, révélant un triptyque impressionnant. Le premier panneau montrait Beauport avant l'inondation, vibrante, colorée, pleine de vie. Le deuxième dépeignait la dévastation, des eaux tumultueuses engloutissant rues et maisons, des couleurs submergées dans des tons de gris et de brun. Le troisième et plus grand panneau, cependant, était le plus saisissant. Il montrait la ville renaissant, non pas comme une simple reconstruction de ce qui existait auparavant, mais comme quelque chose de nouveau et transformé. Au centre de cette nouvelle Beauport, discrètement intégrée au paysage urbain, se trouvèrent les silhouettes reconnaissables de François et Sophie, se tenant par la main, regardant vers l'horizon. « Hélène » murmura François sans mots devant la beauté et la signification de l'œuvre,
C'est nous, s'exclama Sophie, pointant avec enthousiasme les silhouettes. Nous sommes dans la peinture. Hélène sourit, émue par la réaction des deux. Vous êtes une partie importante de l'histoire de reconstruction, pas seulement de la ville, mais de ma propre vie. La sincérité de la déclaration créa un moment d'intimité si profonde que le reste de la salle sembla disparaître autour d'eux. Les yeux de François rencontrèrent ceux d'Hélène, transmettant sans mots tout ce qu'il ne pouvait pas dire ouvertement. Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Édouard, qui s'approcha d'un pas délibérément audible pour annoncer sa présence. « Le chef-d'œuvre de la soirée, sans aucun doute », commenta-t-il, observant le triptyque avec une admiration sincère. « Tu t'es surpassée, Hélène. »« Merci », répondit-elle, essayant de dissimuler son malaise face à la situation. « Édouard, tu te souviens de François et Sophie ?»« Bien sûr », répondit Édouard, tendant la main à François. « Professeur Dubois, votre contribution à l'exposition reçoit également beaucoup d'éloges. » François accepta la poignée de main, surpris par la civilité. « Je vous remercie. Le mérite revient entièrement à Hélène pour m'avoir convaincu de partager mes écrits. » Un silence tendu s'installa entre les adultes, brisé seulement par la voix innocente de Sophie. « Monsieur Édouard, avez-vous aimé la peinture de tante Hélène? Elle nous a mis dedans. Regardez !» dit la petite fille, montrant les silhouettes. Édouard s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Oui, Sophie, j'ai vu. Tu sais, ta tante Hélène a toujours eu ce talent spécial. Elle arrive à voir la beauté et la bonté chez les gens, même quand ils ne parviennent pas à les voir eux-mêmes. » L'observation, faite avec une vulnérabilité inhabituelle, surprit tant Hélène que François. Édouard se releva, reportant son attention sur son épouse. « Les sponsors aimeraient prendre quelques photos avec toi devant l'œuvre, » dit-il. « Quand tu seras prête. »« J'y vais dans 1 minute, » répondit Hélène. Lorsqu'Édouard s'éloigna, François regarda Hélène avec une expression intriguée. Il semble différent. Hélène acquiesça, observant son mari à distance. Il essaie de changer. Je crois que nous essayons tous d'une certaine façon. « Papa, j'ai faim !» interrompit Sophie, tirant sur la manche de la veste de François. « On peut aller chercher quelque chose à manger ?» François sourit à sa fille. « Bien sûr, princesse. Veuillez nous excuser, Hélène. » Tandis que père et fille s'éloignaient vers la table des rafraîchissements, Hélène alla remplir ses devoirs d'organisatrice, posant pour des photos et répondant aux questions des journalistes locaux. L'exposition était un succès indéniable, non seulement en termes de prestige culturel, mais aussi dans son objectif caritatif, avec plusieurs œuvres déjà vendues et les ressources destinées au fonds de reconstruction pour les familles touchées. Des heures plus tard, quand la majorité des invités étaient déjà partis, Hélène trouva un moment de tranquillité dans le jardin extérieur du centre culturel. La nuit était étonnamment claire pour la fin de l'automne, avec des étoiles brillant intensément dans le ciel. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda une voix familière. Hélène se retourna pour trouver François debout à quelques pas, tenant 2 coupes de champagne. « Sophie ?» demanda-t-elle, acceptant l'une des coupes. « Elle s'est endormie sur l'un des canapés de la réception, » répondit-il avec un sourire. « Thomas la surveille pendant que je venais vous dire au revoir. »« Vous partez déjà ?» demanda Hélène, sans parvenir à cacher sa déception. François acquiesça. « Il est tard pour Sophie, mais je ne voulais pas partir sans vous parler correctement, sans toute l'agitation autour. » Ils restèrent silencieux un moment, appréciant simplement la compagnie l'un de l'autre sous le ciel étoilé. « Ce fut une soirée incroyable, Hélène, » dit finalement François. « Vous avez créé quelque chose de vraiment significatif ici. Pas seulement une exposition, mais un jalon dans la récupération de la ville. »« Merci, » répondit-elle, sincèrement touchée par le compliment. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, vous savez. C'est vous qui m'avez donné le courage de redécouvrir mon art, de croire que j'avais quelque chose à offrir. » François sourit, ses yeux reflétant les étoiles au-dessus. « Vous avez toujours eu tout cela en vous, Hélène. Vous aviez juste besoin de vous permettre de briller. »« Et vous ?» demanda-t-elle, étudiant son visage dans la douce lumière du jardin. « Comment sont les choses dans le nouvel appartement ?»« Nous nous adaptons, » répondit-il honnêtement. « C'est petit mais fonctionnel. Sophie s'est déjà liée d'amitié avec tous les enfants de l'immeuble, comme toujours. Et moi, eh bien, j'ai recommencé à écrire. » Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. « Vraiment ? C'est merveilleux, François. »« Oui, tous les soirs après que Sophie s'endort, » expliqua-t-il. «
Ce ne sont encore que des fragments, rien de complet, mais c'est comme si quelque chose s'était débloqué. Hélène savait, sans qu'il ait besoin de le dire, que ce déblocage était lié à l'expérience de partager ses anciennes nouvelles, de permettre à sa douleur et à son amour pour Marie de se transformer en quelque chose qui pouvait toucher d'autres personnes. « Je suis très heureuse pour vous », dit-elle sincèrement. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par les sons distants de la ville et le tintement occasionnel de leurs verres. « Hélène, » commença François, sa voix soudainement sérieuse, « j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Elle le regarda, sentant son cœur s'accélérer. « Quoi? Êtes-vous heureuse? Avec Édouard, avec les changements dans votre vie? Est-ce ce que vous voulez ?» La question directe la prit au dépourvu. Hélène regarda les étoiles, considérant soigneusement sa réponse. « Édouard essaie vraiment, » dit-elle finalement. « Il a modifié des aspects du projet de reconstruction pour bénéficier à plus de personnes. Il est plus présent, plus attentif. Une partie de moi veut croire que nous pouvons reconstruire quelque chose de significatif. » « Cela ne répond pas à ma question, » observa François gentiment. Hélène se tourna pour le regarder en face, sachant qu'il méritait une honnêteté complète. « La vérité, c'est que je ne sais pas, François. Il y a des jours où j'entrevois de réelles possibilités de bonheur avec Édouard, des moments où je reconnais l'homme dont je suis tombée amoureuse à l'origine. Et il y a d'autres jours où vous pensez à des possibilités différentes, compléta-t-il, compréhensif. « Oui, » admit-elle. À des possibilités qui vous incluent, vous et Sophie. » L'aveu flotta entre eux, chargé de potentiel et d'impossibilités. « Je pense que nous sommes tous les deux dans des voyages qui doivent être parcourus individuellement d'abord, » dit François, choisissant soigneusement ses mots. « Vous, redécouvrant, qui vous êtes en dehors de l'ombre de votre mariage. Moi apprenant à vivre avec l'absence de Marie, étant le père que Sophie mérite. » Hélène acquiesça, sentant la sagesse dans ses paroles. « Et si nos chemins finissent par nous ramener l'un vers l'autre ?» François sourit, tendant la main pour toucher doucement son visage. « Alors nous saurons que c'était destiné. » Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Édouard, qui s'arrêta respectueusement à quelques mètres de distance. « Désolé d'interrompre, » dit-il, son ton neutre. « Hélène, les organisateurs te cherchent pour la clôture officielle. »« J'arrive. »« Tout de suite, » répondit-elle, échangeant un dernier regard significatif avec François avant de s'éloigner. Étonnamment, Édouard ne la suivit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers François avec une expression pensive. « Professeur Dubois, » commença-t-il, « j'aimerais vous dire quelque chose. » François se redressa, se préparant à ce qui pourrait venir. « Je vous écoute. »« J'aime ma femme, » dit directement Édouard. « J'ai commis beaucoup d'erreurs dans notre mariage. J'ai ignoré ses besoins, ses passions. J'essaie de réparer cela maintenant. »« Elle mérite d'être heureuse, » répondit simplement François. « Oui, elle le mérite, » acquiesça Édouard. « Et si je découvre que je ne suis pas capable de la rendre heureuse, eh bien j'espère qu'il existe quelqu'un qui le peut. » Le commentaire surprit François. Il y avait une dignité inattendue dans la façon dont Édouard affrontait la situation, non pas avec une jalousie possessive ou des menaces voilées, mais avec une compréhension mature que l'amour véritable signifie parfois permettre des choix. « Votre fille est une enfant extraordinaire, » ajouta Édouard, changeant légèrement de sujet. « Elle tient beaucoup de sa mère, j'imagine, mais aussi beaucoup de vous. »« Merci, » répondit François, sincèrement touché par le commentaire. Avec un bref hochement de tête, Édouard s'éloigna, laissant François seul avec ses pensées, sous le ciel étoilé. La clôture officielle de l'exposition fut brève et émouvante. Hélène, debout aux côtés de Cécile et d'autres organisateurs, remercia tous les participants et annonça le montant récolté pour le fonds de reconstruction. Une somme qui dépassait toutes les attentes et aiderait des dizaines de familles à recommencer leur vie. Lorsque les derniers invités furent enfin partis, Hélène se retrouva à nouveau seule dans le jardin. François et Sophie étaient déjà partis, laissant seulement un petit billet avec Cécile. Certaines histoires n'ont pas de fin, seulement de nouveaux chapitres qui attendent d'être écrits. Édouard s'approcha silencieusement, offrant sa veste en remarquant qu'elle tremblait légèrement dans la brise nocturne. « Ce fut une soirée triomphale, » commenta-t-il, « tu dois être fier. » Hélène accepta la veste, l'enveloppant autour de ses épaules. « Je le suis. Mais ça n'aurait
pas été possible sans ton soutien. » Édouard resta silencieux un moment, contemplant les étoiles. « Tu sais ce que j'ai réalisé pendant cette exposition, Hélène, que tu brilles d'une manière spéciale quand tu crées, quand tu suis ta passion. C'est comme si une lumière s'allumait en toi. » Hélène regarda son mari, surprise par cette observation perspicace. « Et j'ai réalisé autre chose, » continua-t-il, « que la même lumière s'allume quand tu es avec lui. » Le commentaire flotta entre eux, chargé de vérité. « Nancy. »« Dites, Édouard, je... » Il leva doucement une main. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, Hélène. Je comprends plus que tu ne l'imagines. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai une proposition pour toi, pas une décision. Définitive, juste un espace pour respirer. »« Quelle proposition ?» demanda-t-elle curieuse. « Cette galerie à Paris que tu as toujours admirée m'a contacté, » expliqua Édouard. « Ils ont vu des nouvelles concernant cette exposition et sont intéressés à exposer ton travail. Ils ont suggéré une résidence artistique de 3 mois. » Hélène écarquilla les yeux, surprise. « Tu leur as parlé de moi ?»« Ce n'était pas nécessaire, » répondit Édouard avec un sourire sincère. « Ton talent parle de lui-même. Ils ont vu les photos de tes œuvres sur les réseaux sociaux et ont été impressionnés. Mais 3 mois à Paris, » réfléchit Hélène, assimilant l'information. « Ce serait un temps pour te consacrer exclusivement à ton art, » expliqua Édouard. « Et aussi un temps pour nous deux de réfléchir séparément à ce que nous voulons vraiment. » Hélène étudia le visage de son mari, cherchant des signes de manipulation ou d'arrière-pensée, mais ne trouva que de la sincérité. « Ce n'est pas un adieu, Hélène, » poursuivit-il. « C'est juste un espace pour que tu puisses découvrir qui tu es sans l'influence constante de nos histoires, ni la mienne, ni la sienne. » La proposition était inattendue, mais étrangement libératrice. 3 mois pour se consacrer à son art, pour respirer un nouvel air, pour réfléchir profondément au chemin qui s'ouvrait devant elle. « Et quand je reviendrai ?» demanda-t-elle finalement. Édouard sourit avec un mélange d'espoir et de résignation. « Quand tu reviendras, nous saurons tous les deux. » 2 mois plus tard, Hélène était installée dans un lumineux studio à Paris, entourée de toiles à différents stades d'achèvement. La résidence artistique avait dépassé toutes ses attentes, lui offrant non seulement une exposition à la vibrante scène artistique parisienne, mais aussi un espace de profonde découverte de... Son téléphone sonna, montrant un appel vidéo de Sophie. Hélène sourit, nettoyant rapidement ses mains tachées de peinture avant de répondre. « Tante Hélène, j'ai une surprise pour toi !» s'exclama la petite fille avec enthousiasme, son visage illuminant l'écran. « Quelle surprise, ma chérie ?» demanda Hélène, sentant son cœur se réchauffer comme toujours quand elle parlait avec Sophie. La caméra pivota brusquement, montrant une pièce qu'Hélène ne reconnaissait pas, décorée de ballons colorés et d'une banderole qui disait « Félicitations, papa !»« C'est l'anniversaire de ton père ?» demanda Hélène, surprise de ne pas connaître cette date. « Non. »« Bêta !» rit Sophie. « C'est pour célébrer que son livre va être publié. » La caméra bougea à nouveau, révélant François, qui semblait légèrement embarrassé. « Sophie n'a pas pu garder le secret, » expliqua-t-il avec un sourire. « Je voulais te le dire personnellement quand tu reviendrais. »« Livre ? Quel livre ?» demanda Hélène, sincèrement surprise et heureuse. « Tu te souviens des nouvelles que j'ai exposées lors de l'exposition ?» expliqua François. « Une maison d'édition s'y est intéressée. Ils vont les publier avec quelques nouvelles que j'ai écrites ces derniers mois. »« François, c'est merveilleux !» s'exclama Hélène, sentant une vague de fierté. « Je suis si heureuse pour toi. » La conversation se poursuivit avec animation, Sophie montrant des dessins qu'elle avait faits pour illustrer le livre de son père, bien que la maison d'édition ait déjà engagé un illustrateur professionnel, et François, racontant le processus d'édition. Hélène les observait avec un mélange de joie et de nostalgie. Durant les 2 mois de son absence, tous deux étaient devenus encore plus importants pour elle, même à distance. Quand l'appel se termina, Hélène retourna à sa toile actuelle, un travail ambitieux qu'elle comptait achever avant de retourner à Beauport. Contrairement à ses œuvres précédentes, celle-ci ne dépeignait pas des personnes spécifiques ou des paysages reconnaissables. C'était une explosion de couleurs et de formes qui représentait quelque chose de plus profond. La liberté de choisir son propre chemin,
de définir sa propre histoire. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Édouard. « Bonjour », répondit-elle, se préparant à la conversation hebdomadaire qu'ils maintenirent depuis son départ. Des conversations qui étaient devenues étonnamment honnêtes et réfléchies. « Comment va la future artiste la plus célèbre de France ?» plaisanta Édouard, sa voix transmettant une affection sincère. « Couverte de peinture et absolument heureuse », répondit-elle honnêtement. Ils parlèrent de l'exposition qu'Hélène préparait pour clôturer sa résidence, des progrès du projet, de reconstruction à Beauport, des réflexions que tous deux avaient faites pendant ce temps séparé. « Hélène, dit Édouard, son ton devenant plus sérieux, j'ai reçu une proposition pour étendre nos affaires à l'étranger. Cela signifierait passer de longues périodes en Angleterre dans les prochaines années. »« Oh !» répondit-elle, assimilant l'information. « Cela semble être une grande opportunité. »« Oui, » acquiesça-t-il. « Mais avant de prendre une décision, nous devons parler en personne quand tu reviendras. De nous, de l'avenir. » Le « nous » flotta dans l'air, chargé de questions sans réponse et de possibilités inexplorées. Tous deux savaient que lorsqu'Hélène reviendrait à Beauport, ils devraient faire face à des décisions qui changeraient le cours de leur vie. « J'ai aussi des nouvelles, » dit Hélène, décidant de partager quelque chose qu'elle avait gardé pour elle. « La galerie m'a offert une exposition individuelle permanente. Ils veulent que je m'établisse à Paris. »« C'est significatif, » répondit Édouard après une pause. « Tu y réfléchis ?»« Je considère toutes les possibilités, » répondit-elle. Honnêtement, quand l'appel se termina, Hélène retourna à sa peinture avec une intensité renouvelée. Le rouge vibrant qu'elle appliquait à la toile semblait pulser de vie propre, reflétant les battements de son cœur, tandis qu'elle contemplait les chemins qui s'ouvraient devant elle. Un mois plus tard, alors que l'exposition de clôture de sa résidence artistique battait son plein, Hélène reçut une surprise. Parmi les visiteurs qui admiraient ses œuvres, elle trouva deux visages familiers, François et Sophie, cette dernière tenant fièrement un exemplaire fraîchement publié du livre de son père. « Vous êtes venus » s'exclama Hélène, les embrassant avec une joie qu'elle ne tenta pas de cacher. « Nous n'aurions manqué cela pour rien au monde » répondit François, ses yeux reflétant la même chaleur qu'elle ressentait. Tandis qu'elle leur montrait ses nouvelles créations, Hélène sentait une certitude grandir dans son cœur. Les 3 mois loin de Beauport lui avaient redonné de la clarté sur ce qui comptait vraiment, sur qui elle était réellement et ce qu'elle désirait pour son avenir. La semaine suivante, quand elle retourna enfin à Beauport, Hélène se dirigea directement vers la villa qu'elle avait partagée avec Édouard pendant tant d'années. Il l'attendait sur la terrasse, un livre ouvert sur ses genoux et un sourire serein sur son visage. « Bienvenue », dit-il, se levant pour l'accueillir. Hélène regarda l'imposante maison, les jardins méticuleusement entretenus, l'homme qui avait été son compagnon pendant près d'une décennie. Il y avait de la gratitude dans son cœur et aussi une certitude tranquille. Plus vous commentez et partagez